Qui était votre partenaire le plus étrange? J'ai fréquenté un homme qui avait tenté de me cambrioler 2 ans auparavant. Tout a commencé le jour où je suis rentré de l'enterrement de mon père. Au moment où j'ai ouvert la porte de mon appartement, un individu est sorti de ma cuisine, un pied de biche à la main, tenant ma télévision. Vivant en ville, les cambriolages sont malheureusement monnaie courante, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. L'homme s'est mis à me crier dessus et, dans un geste maladroit, a laissé tomber ma télévision avant de brandir le pied de biche, comme une batte de baseball, prêt à frapper. J'étais tellement sidéré par la situation que je suis resté paralysé sur place. Sous l'effet du stress accumulé ces derniers jours suite au décès de mon père, l'homme m'a ordonné de vider mes poches. C'est à ce moment que les larmes ont commencé à couler. Ce n'était pas par peur, mais parce que je vivais tout simplement le pire moment de mon existence. La pire seconde, la pire minute, le pire jour. En pleurant de manière incontrôlable, j'ai tendu mon portefeuille au cambrioleur. Puis je me suis effondré au sol, me recroquevillant sur moi-même en serrant mes genoux contre ma poitrine. « Prends ce que tu veux », ai-je sangloté. Alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'homme a hésité. Son regard s'est posé sur moi, et il a laissé tomber mon portefeuille avant de s'asseoir à côté de moi sur le sol. Il a immédiatement commencé à me réconforter, à s'excuser platement. Il a soigneusement reposé ma télévision sur la table en m'assurant qu'elle n'était pas endommagée. C'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il avait perdu son emploi, sa mère avait besoin de médicaments qu'il ne pouvait pas se payer, et il se retrouvait sans abri. Pendant qu'il parlait, je pleurais toujours. Je pleurais la perte de mon père. Je pleurais mon avenir incertain, je pleurais la violation de mon espace sacré. Pendant 10 longues minutes, nous sommes restés assis par terre ensemble, moi et cet homme qui, quelques instants plus tôt, avait l'intention de me cambrioler. Il m'a répété que tout irait bien, qu'il était désolé, et m'a supplié de ne pas appeler la police. Finalement, j'ai trouvé la force de lui crier de sortir. Il s'est enfui si précipitamment qu'il a laissé tomber le pied de biche dans sa fuite. Je l'ai ramassé et l'ai jeté derrière lui alors qu'il courait dans la rue. 2 jours plus tard, en rentrant du travail, je l'ai trouvé assis devant ma porte. Terrifié, j'ai immédiatement sorti mon téléphone. Mais son expression était chargée de remords et de regrets. Il m'a expliqué avoir raconté toute l'histoire à sa mère et que celle-ci avait préparé de la soupe pour moi. Il me tendit un petit bol soigneusement emballé dans du papier aluminium. Sous le choc, bouleversé et en colère, j'ai arraché le bol de ses mains, qui s'est brisé en morceaux sur le sol. « Partez ou j'appelle la police !» ai-je ordonné. Il est parti et je me souviens de son air visiblement contrarié. J'ai laissé la soupe renversée et les morceaux de bol devant ma porte, comme un avertissement silencieux, lui signifiant de ne plus revenir. Environ 3 mois plus tard, j'ai découvert une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle venait de lui. Il m'annonçait le décès de sa mère, m'apprenait qu'il n'était plus sans abri et qu'il avait trouvé un travail. Il exprimait son désir de me dédommager pour la tentative de cambriolage. Il avait noté son adresse et m'invitait chez lui, tout en précisant qu'il n'avait pas grand-chose à offrir. Ce message m'a profondément bouleversé. Bien que j'aie jeté la lettre, son adresse était restée gravée dans ma mémoire. Un jour, poussé par la curiosité, je suis passé devant son immeuble, un bâtiment miteux, situé de l'autre côté de la ville. Alors qu'il montait dans sa chambre, il m'a aperçu et m'a fait signe de la main. J'ai détourné le regard et suis parti. Mais il m'a rattrapé pour présenter de nouvelles excuses. Il m'a assuré qu'il n'avait jamais voulu commettre ces actes et m'a montré le programme des funérailles de sa mère qu'il gardait précieusement dans son portefeuille. Il ne mentait pas. Sa mère était réelle. Sa détresse était réelle. Il était une vraie personne, avec ses souffrances et ses regrets. Je ne saurais pourquoi, mais je l'ai cru. Nous avons alors commencé une relation des plus inhabituelles, grandissant lentement l'un aux côtés de l'autre. Après environ 1 an de communication régulière et d'apprentissage mutuel, il s'est inscrit dans un collège communautaire local, suivant des cours pour accumuler des crédits avant de postuler à l'université. Je l'aidais à réviser pour son cours d'histoire, tandis qu'il excellait naturellement en mathématiques et en sciences. Bien que je ne l'ai jamais invité chez moi durant cette période, j'apprenais à le connaître progressivement. La peur persistait en moi. Et il savait pertinemment que je ne pouvais pas encore lui accorder ma confiance totale. Puis vint cette soirée, où nous devions prendre un café pour préparer son examen de civilisation. En arrivant, il admit avoir oublié son livre. Nous avons simplement discuté, partagé des fous rires, et c'est alors qu'il m'a confié son envie de cuisiner pour moi. Sur un coup de tête, j'ai décidé de l'inviter chez moi. Après avoir fait quelques courses ensemble à l'épicerie, nous sommes rentrés. J'étais si nerveuse que mes mains tremblaient visiblement. Il remarqua mon état et me serra la main pour me rassurer. Le dîner qu'il prépara était tout simplement incroyable. Nous avons parlé, ri aux éclats, puis nous nous sommes installés par terre pour regarder un film sur cette même télévision qu'il avait tenté de voler. Nous avons plaisanté à ce sujet, et c'est alors qu'il m'a avoué à quel point sa mère lui manquait. Spontanément, je l'ai pris dans mes bras. Quand il est parti, je ne savais plus très bien ce que je ressentais. Mais une certitude s'était imposée à moi. Je ne pouvais plus abandonner cette personne. Certaines âmes semblent éternellement perdues. Et je me suis dit que peut-être, avec du temps, les choses finiraient par s'arranger. Mon père me manquait terriblement. Et peut-être que cette empathie que j'éprouvais pour lui m'aveuglait sur la tempête, qui se préparait,
6 mois plus tard, tout a dégénéré. Je tenais à lui, je ne peux le nier. En janvier, juste après le début de la nouvelle année, j'ai reçu son appel à 2h30 du matin. Il était en prison, arrêté avec 2 amis pour ivresse, sur la voie publique et possession de substances illicites. Il voulait que je paie sa caution. En tant qu'enseignante vivant avec un salaire modeste, j'ai dû refuser. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Pourtant, avant cet incident, nous formions un couple incroyablement proche. Nous avions passé Noël ensemble. Je n'avais pas les moyens d'un billet d'avion. Donc j'étais resté en ville et il était venu me tenir compagnie. Nous avions cuisiné ensemble, regardé des films, célébré Thanksgiving. Je l'avais aidé dans ses études, soutenu dans la gestion de ses finances. Il avouait lui-même son inexpérience totale des responsabilités adultes, comme déclarer ses impôts, et j'avais commencé à l'initier patiemment à toutes ces choses. Je ne faisais jamais ce genre de choses d'habitude. Il apparaissait au milieu de la nuit, visiblement paniqué, et me suppliait de le laisser rester avec moi. Je le laissais entrer sans poser de questions. J'avais cessé de l'interroger, parce que je voulais désespérément croire qu'il allait bien, que tout allait bien entre nous. Il a commencé à me demander si je serais prête à mentir et à prétendre ne pas le connaître si d'autres personnes venaient m'interroger à son sujet. Cela m'a terrifié, mais je me suis convaincu que cela devait être lié à son travail. Je voulais désespérément que ce soit pour son travail. Il a été libéré de prison environ 1 semaine plus tard. Il a complètement cessé de me parler. J'ai appelé son appartement à plusieurs reprises. Rien. Un jour, en rentrant du travail, une femme m'attendait devant ma porte. Elle avait l'air négligée, vêtue d'un débardeur et de tongs, un accoutrement inadéquat pour le froid de janvier dans le nord-est. Alors que j'essayais d'entrer dans mon appartement, elle a commencé à m'agresser verbalement. Elle m'a ordonné de rester loin de lui, comme s'il lui appartenait. Elle m'a dit qu'elle savait ce que je lui avais fait et que j'allais en subir les conséquences. Puis elle est partie. Pris de panique, j'ai décidé d'appeler son appartement une dernière fois avant de contacter la police. Cette fois, il a répondu. Je lui ai parlé de la femme. Il s'est excusé et a admis qu'il la fréquentait. Il a prétendu ne pas avoir voulu qu'elle vienne m'importuner. Mais cela a soulevé une autre question cruciale. Comment savait-elle où j'habitais? Et combien d'autres personnes avaient-elles pu donner mon adresse? Il a hésité avant de répondre. Je me souviens qu'il s'est contenté de s'excuser platement. Immédiatement, j'ai préparé un sac pour la nuit. J'ai rassemblé mes objets les plus précieux et suis allé dormir à l'hôtel. J'ai utilisé ma carte de crédit d'urgence, car je ne me sentais plus en sécurité chez moi à cause de lui. Je suis retourné à mon appartement le lendemain. Tout semblait normal. Il est venu s'excuser et je lui ai ordonné de sortir. Je me suis mise à pleurer. Je pleure toujours quand je suis en colère. Il a tenté de me prendre dans ses bras, mais je me souviens avoir saisi une étagère Ikea démontée pour me protéger. J'ai exigé de savoir ce qu'il faisait réellement. Il m'a finalement avoué qu'il vendait des substances illicites. Il a prétendu qu'il était obligé de le faire parce qu'il connaissait des gens qui pourraient lui faire du mal s'il arrêtait. Je ne savais plus s'il mentait ou non. Je suppose que je ne saurais jamais. Je lui ai dit de partir, que je ne voulais plus jamais le revoir. Il s'est mis en colère et a menacé de revenir avec ses amis. Je me sentais rongé par la culpabilité de lui avoir fait confiance. Il s'est excusé à nouveau, répétant qu'il était désolé, mais je remettais tout en question à son sujet. Je l'ai poussé dehors et ai verrouillé la porte. Dans le cadre du programme d'enseignement, je faisais partie de l'équipe qui affecte les enseignants dans différentes écoles du pays. L'année précédente, j'avais demandé à être muté à l'autre bout du pays pour me rapprocher de ma famille. 2 semaines après cette confrontation, j'ai appris que ma demande avait été acceptée. Je devais partir en mars. Mon appartement a ensuite été cambriolé et vandalisé. Début février, il venait frapper à ma porte la nuit. J'appelais la police, mais ils partaient toujours avant leur arrivée. Ses complices ont commencé à me harceler. Rien n'a jamais été volé. Mais ils ont brisé une bouteille en verre que mon père avait fabriquée pour moi quand j'avais 6 ans. Il savait à quel point cet objet comptait pour moi. Elle a été brisée la semaine précédant mon départ. Je l'ai vue debout devant mon immeuble. J'ai appelé la police. Il s'est dirigé vers moi et je me souviens avoir ressenti une rage ardente. C'était une chaleur rouge et passionnée qui m'a envahi. J'ai saisi mes clés attachées à un cordon et me suis mise à le frapper. J'ai fini par lui fendre l'arcade sourcilière. Après sa chute, j'ai continué à lui donner des coups de pied. Je voulais vraiment qu'il meure. Puis j'ai pensé à ce que mon père aurait pensé. Mais j'ai réalisé que je ne suis pas mon père. Je ne serai jamais lui. Je suis différent. Les gens sont différents. Ils ne sont pas tous bons. Mais certains le sont. Je suis bon. Je suis quelqu'un de bien. Quand la police est arrivée et l'a interrogé, ils ont compris que c'était lui qui me harcelait. Il était déjà recherché pour une myriade d'autres chefs d'accusation. Je ne l'ai plus jamais revu. En ce moment, je suis dans mon nouvel appartement. Dans une ville flambant neuve, où il fait chaud. Les loyers sont moins chers. Je vis dans un quartier de personnes âgées. Ils sont gentils et aiment que j'enseigne aux enfants. Cela les rassure. Certains jours, je laisse même ma porte d'entrée entr'ouverte. Je n'ai jamais peur. La plage est littéralement à 7 minutes à pied de chez moi. Je suis contente. Alors j'arrête ici. C'est fini.